Ma plus grande peur, ça a toujours été de vieillir et de me retrouver à 70 ans avec un compte en banque dans le rouge. Devoir compter chaque euro, voire pire, être obligé de continuer à travailler juste pour survivre. Donc si t'as pas envie d'échanger ton temps contre de l'argent toute ta vie, prends quelques minutes parce que cette vidéo peut clairement te servir. Aujourd'hui, je vais te donner un investissement clé par tranche d'âge. Évidemment, c'est pas un conseil financier, c'est mon point de vue à adapter à ton profil d'investisseur. Mais retiens un truc, plus tu commences tôt, mieux c'est. On va commencer simple. Le premier truc à faire dès que tu as 18 ans, c'est d'ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action. En gros, ça te permet d'investir en bourse avec une fiscalité avantageuse. Le principe est simple. Si tu gardes ton argent au moins 5 ans, tu ne paies pas d'impôt sur le revenu de tes gains. Par contre, tu continueras de payer les prélèvements sociaux qui tournent aux alentours de 18,6%. Exemple rapide. Imaginons tu investis 1000 euros. Ça devient 1500 euros, donc tu as gagné 500 euros. Si tu retires avant les 5 ans, tu vas payer 12,8% d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, soit un total de 31,4%. Or, si tu retires après les 5 ans, tu paies seulement les prélèvements sociaux. Et surtout, s'il y a retrait avant 5 ans, ton PEA se ferme automatiquement, sauf cas particulier. Donc l'important à retenir, tant que tu ne retires pas, l'argent reste dans une bulle fiscale. Évidemment, tu pourras continuer d'acheter ou vendre, tu paieras 0 € d'impôt tant que ça reste dedans. Donc dans les avantages, on a une fiscalité avantageuse, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé. Donc dans les inconvénients, on est limité principalement à l'Europe, mais contournable avec les ETF synthétiques. Je détaille pas, sinon on y est encore demain. L'argent est bloqué 5 ans, donc mais que l'argent dont t'as pas besoin. Là, on passe dans un autre niveau. Dans cette vidéo, on parle d'investissement, donc on va pas parler de résidence principale, mais d'investissement locatif. Alors on a deux écoles, soit tu achètes le bien vide, mais tu vas devoir te faire tout seul, donc trouver un locataire, rédiger le bail locatif, entre autres, soit acheter le bien avec le locataire qui est déjà dedans. Donc tu gagnes du temps, le bail est déjà en place. Perso, j'ai une préférence pour la deuxième option, moins de prise de tête au début. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout dépend du temps que tu es prêt à allouer à cette activité et de tes objectifs. Pour la courte durée comme un Airbnb, les avantages sont plus rentables. En général, tu factures plus cher la nuitée. On parle souvent de location à la semaine, donc tu récupères plus facilement ton bien. Dans les inconvénients, on a le temps. C'est un gros travail de devoir gérer toutes les réservations, l'entretien, la remise des clés. Pour déléguer tout ça, tu peux passer par ce qu'on appelle une conciergerie, mais évidemment, c'est pas un service gratuit. Comme il y a plus de passages et que chaque profil de locataire est différent, tu augmentes drastiquement la probabilité de dégradation ou d'usure. Donc pour les avantages de la longue durée, moins de gestion, une fois que le locataire est mis en place, a priori, tu devrais dormir sur tes deux oreilles, mais attends-toi quand même d'avoir des demandes de réparation de temps en temps. Moins de frais, si on compare avec la courte durée, tu seras pas obligé de payer quelqu'un pour le ménage, recharger les produits de douche, dentifrice, papier toilette, etc. Ton locataire se gérera tout seul. Dans les inconvénients, donc il est plus difficile de récupérer ton bien. En général, quand tu loues en meublé ou pas, on établit des bails d'une durée de 1 à 3 ans avec des préavis de 3 à 6 mois. En immobilier, on aime bien dire que le critère le plus important est la localisation et en deuxième critère est de respecter le premier. Et c'est pas pour rien parce que si tu comptes le louer, il faut que tu puisses trouver un locataire et pour ça, il faut qu'il soit situé à un endroit de choix. Par exemple, non loin d'une université si tu souhaites le louer à des étudiants, non loin d'une grosse entreprise si tu souhaites louer à un couple ou non loin des commerces de la ville. Parce que n'oublie pas que c'est le seul point que tu ne pourras jamais changer. Je pense que pour moi, c'est le deuxième critère le plus important parce que je travaille beaucoup de chez moi et j'ai besoin d'un calme absolu. Beaucoup de gens rêvent d'un appartement qui comprend une piscine dans la résidence, mais pour moi, c'est mon pire cauchemar. Si la piscine se trouve en face de chez toi, imagine en été le bruit que tu vas subir quand il y aura des regroupements de personnes. Et deuxième chose, qui dit piscine dit entretien, qui dit entretien dit plus de charges, donc fais attention à ça. Ensuite, si tu achètes dans l'ancien, regarde l'état général du bien, demande s'il y a des travaux à prévoir, l'état des parties communes, des parkings ou des sous-sols. Tu dois demander le DPE énergétique parce qu'au moment où je tourne cette vidéo en 2026, les biens doivent avoir une note comprise entre E et A parce qu'à partir de 2028, les logements classés F sont inéligibles à la location.
Une fois que tu as les idées claires sur tout ça, tu vas devoir présenter ton projet à la banque. Aujourd'hui, les banques demandent souvent que tu sois en CDI et surtout, tu dois avoir un apport personnel d'au moins 10% du montant emprunté. Par exemple, pour un bien à 100 000 euros, tu dois apporter 10 000 euros. Vérifie qu'il s'agit bien d'un prêt à taux fixe. C'est devenu la norme, mais on sait jamais. Et choisis l'échéance la plus longue, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans pour profiter de l'effet levier. Là, on élargit. Contrairement au PEA, tu peux investir dans le monde entier, dans des actions ou ETF américains. Un ETF, pour te la faire court, c'est simplement un panier d'actions. Ça te permet de diversifier tes investissements sur plusieurs entreprises au lieu d'une. Exemple les plus connus, le MSCI World. Il regroupe les 1500 plus grandes entreprises des pays développés. Le S&P 500, il regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Mais tu peux aussi acheter des actions individuelles comme Microsoft, Apple ou encore Amazon pour citer les plus gros, mais là c'est plus volatile donc plus risqué. Donc mon conseil à ce stade, mixe avec les ETF pour la sécurité et les actions pour les performances. Là, changement de stratégie, ta priorité devient la sécurité. Tu cherches moins la performance, mais plus la stabilité. Je te conseille de faire une épargne de sécurité. On appelle ça un matelas de sécurité. Il va te permettre d'amortir entre 6 à 12 mois de dépenses en cas d'imprévu. L'assurance vie est intéressante pour deux raisons. La fiscalité avantageuse après 8 ans et la transmission du patrimoine. Donc peu importe ton âge, le pire move que tu peux faire, c'est de ne rien faire. T'as pas besoin d'être riche pour commencer, t'as juste besoin de commencer. Et toi, dis-moi en commentaire, t'es dans quelle tranche d'âge? Et abonne-toi, MLC.